En Algérie, le débat sur l'application de la peine de mort vient d'être relancé. C'est le viol et l'assassinat d'une jeune fille qui ont de nouveau mis le feu aux poudres. Précision dans ce journal. Ce démenti formel du gouvernement somalien, les autorités ont nié avoir libéré 2 médecins cubains, comme l'a révélé la veille une source policière kenyane. Les otages sont retenus depuis 2019. Et puis en Indonésie, il y a eu des heurts entre la police et des manifestants. À l'origine, le vote d'une loi controversée. Plusieurs villes dans la capitale Jakarta sont concernées par ces contestations. Et voilà pour le sommaire de ce journal. Merci de nous préférer pour vous informer. En Algérie, le viol et l'assassinat d'une jeune femme de 19 ans a déclenché un vif émoi, relançant le débat sur la peine capitale d'une part et sur l'urgence de la lutte contre les violences faites aux femmes. Les détails. Le corps de Shaima a été retrouvé début octobre après sa disparition au niveau d'une station essence désertée à l'est d'Alger, la capitale. La jeune fille a été battue et violée avant d'être brûlée vive, selon les médias locaux. Le suspect passé aux aveux est poursuivi pour viol et homicide volontaire avec préméditation et guet-apens en utilisant la torture. Il s'agit, selon la mère de la victime, d'une ancienne connaissance de la famille contre laquelle la jeune fille avait porté plainte pour viol en 2016. La mort de Shaima a déclenché une vague d'indignation sur les réseaux sociaux où les internautes fustigent un crime crapuleux et réclament justice. À mémoire de la victime, un message est largement partagé sur la toile « Je suis Shaima ». Dans une vidéo poignante diffusée sur les réseaux sociaux et reprise par les télévisions locales, la mère de la victime, s'adressant directement au président algérien Abdelmadjid Tebboune, réclame l'exécution du coupable. Sur Internet également, le débat sur la peine capitale est relancé. Toutefois, la remise en cause du moratoire sur les exécutions appliquées en Algérie depuis 1993 divise la société. La peine de mort n'est pas dissuasive, elle est discriminatoire et ne protège pas les personnes les plus vulnérables, explique la directrice d'Amnesty International pour l'Algérie. Le pays a recensé jusqu'ici 38 féminicides pour la seule année 2020. En politique à présent, au Burkina Faso, 14 des 23 candidatures reçues pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain ont été acceptées par la Commission électorale nationale indépendante. C'est ce que l'on peut retenir de la déclaration du président de cette institution. La Commission électorale nationale indépendante CENI du Burkina Faso a accepté 14 des 23 candidatures reçues pour la présidentielle du 22 novembre, validant celles des principaux favoris du scrutin. Nous avons reçu 23 candidatures, nous avons retenu 14 candidatures et en avons invalidé 9, a déclaré le président de la CENI, Newton Ahmed Barry, précisant que cette liste provisoire doit être soumise au Conseil constitutionnel qui publiera, après tous les recours possibles, une liste définitive. Le Conseil constitutionnel a désormais 10 jours pour valider ou non chacune des 14 candidatures. Parmi les candidats retenus figurent notamment Rochmark Christian Kaboré, qui brigue un deuxième mandat, le chef de file de l'opposition Zéphirin Diabré, ou encore Edi Komboigo, candidat de l'ancien parti au pouvoir sous l'ex-président Blaise Compaoré. Les candidatures de l'ancien premier ministre de la transition Yacouba Isaac Zida, en exil au Canada, et de Kadri Désiré Ouedraogo, ancien premier ministre de Compaoré, ont également été validées. Les candidats recalés ont pour leur part dénoncé des conditions de candidature contraires à la Constitution, notamment la caution de 25 millions de francs CFA et un parrainage d'au moins 50 élus. On a rejeté ma candidature alors que ce n'est pas normal. Avec de telles conditions, on ne cherche pas un président intègre. Il suffit d'avoir les moyens dont on ne demande même pas l'origine à critiquer Issa Sawadogo, un candidat indépendant qui avait été le premier à transmettre son dossier à la CENI, mais ne pourra donc se présenter. Les 9 candidatures invalidées sont essentiellement celles des indépendants. Au Mali, les militaires qui ont pris le pouvoir le 18 août dernier avant de s'engager dans une transition censée ramener les civils au pouvoir ont annoncé mercredi la libération de 12 personnalités civiles et militaires. Elles avaient été arrêtées lors du coup d'État qui a consacré le départ de l'ancien président.
Le Comité national pour le salut du peuple, qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, a indiqué dans un communiqué ce mercredi voir libérer 12 personnalités civiles et militaires arrêtées lors de leur coup d'État. Selon ce communiqué publié sur les comptes Facebook et Twitter du CNSP, il s'agit entre autres de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, de l'ancien président de l'Assemblée nationale Moussa Tembine et des hauts gradés de l'armée. Toutefois, les intéressés restent à la disposition de la justice pour toutes fins utiles, ajoute le texte. Notant les avancées notables vers la normalisation constitutionnelle depuis la mise en place d'organes chargés de mener la transition vers un pouvoir civil, la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest avait levé mardi les sanctions imposées au Mali au lendemain du coup d'État. Les dirigeants ouest-africains avaient salué la nomination d'un président de transition, Ba Ndao, un colonel à la retraite, et celle d'un ancien ministre des Affaires étrangères, Mokta Ouane, comme Premier ministre. Il s'était également félicité du renoncement par les militaires à une prérogative majeure initialement dévolue au chef de la junte. Selon la charte élaborée par les militaires, le colonel Goïta, investi vice-président transitoire, ne pourra pas remplacer le président de la transition en cas d'empêchement de ce dernier. Pour satisfaire les dirigeants des pays voisins, les militaires maliens doivent encore prendre une mesure de taille, la dissolution du Conseil national pour le salut du peuple lui-même. Le gouvernement somalien a démenti ce mercredi la libération de 2 médecins cubains. Pourtant, l'information avait été donc annoncée la veille par une source policière kenyane. Les otages sont retenus depuis avril 2019 au Kenya. Somalie et Cuba ont apporté un démenti à la libération d'Acel Herrera Correa et de Landy Rodriguez Hernandez. Les 2 médecins, un généraliste et un chirurgien enlevés, faisaient partie d'un groupe d'une centaine de docteurs cubains déployés à travers le Kenya mi-2018 pour renforcer les services de soins de santé dans ce pays d'Afrique de l'Est. Leurs assaillants, des hommes armés soupçonnés d'être des islamistes radicaux Shebab, avaient attaqué leur véhicule en 2019 sur le chemin de l'hôpital de Mandera où ils travaillaient, une ville du nord-est du Kenya à la frontière avec la Somalie. Mercredi, en début d'après-midi, une source policière kenyane avait indiqué sous couvert d'anonymat que les 2 médecins avaient été libérés. En mai 2019, le mois suivant l'enlèvement, un responsable gouvernemental à Mandera avait indiqué, sous couvert d'anonymat, que les ravisseurs avaient demandé une rançon de 1,5 million de dollars. Information confirmée par un haut responsable de la police kenyane, mais qui n'a pas précisé le montant de la rançon. La vice-présidente du Cuba, Inès Maria Chapman, avait indiqué décembre 2019 que les 2 hommes allaient bien et que Nairobi et la Havane poursuivaient leurs efforts pour les libérer. Les nouvelles à présent de la campagne présidentielle aux États-Unis à Oakland, fief de la sénatrice démocrate Kamala Harris. Des Américains se sont rassemblés dans un bar pour regarder le débat opposant la colistière de Joe Biden au vice-président Mike Pence. Les détails dans cet élément. Elle a le potentiel pour devenir une légende, une femme noire à la Maison-Blanche. Ayant vécu ici et connaissant le travail qu'elle y a fait, je suis certain qu'elle sera une très bonne vice-présidente. Ce débat est meilleur. Kamala arrive plutôt bien à faire passer ses idées, même si Pence déborde encore de son ton imparti et ne répond pas aux questions posées. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'on va au fond des choses et c'est ce que l'on veut tous, que les dossiers puissent être débattus. Je l'aime bien, elle est plus en faveur des minorités, je pense qu'elle est pour la justice sociale et raciale et cela est important pour moi. En Indonésie, c'est une nouvelle loi votée par le Parlement qui suscite la colère des citoyens. Le texte incriminé réduit les droits des salariés. Des violents affrontements ont donc éclaté ce jeudi à Jakarta, la capitale, entre la police et des manifestants. La police a fait usage de gaz lacrymogène dans la capitale contre des manifestants qui ont brûlé des arrêts de bus et des postes de police selon des journalistes. Plus de 400 personnes ont été arrêtées en 2 jours à Jakarta, essentiellement des jeunes, a indiqué le porte-parole de la police de la capitale qui les a accusés de vouloir provoquer des violences pendant des manifestations.
Quelques 9000 membres des forces de sécurité avaient été déployés jeudi dans la capitale et autour pour empêcher l'arrivée de salariés et d'étudiants qui avaient l'intention de manifester devant le palais présidentiel et le Parlement. La police n'avait pas autorisé les manifestations, invoquant le risque de contamination par le Covid-19, mais des jeunes sont descendus dans la rue de façon spontanée dans plusieurs dizaines de villes. Dans certaines cités, ils ont dirigé leur colère contre les parlements locaux en s'attaquant à ces bâtiments. Le gouvernement espère que la nouvelle loi, appelée loi Omnibus, qui vise à réduire la bureaucratie en amendant des dizaines de lois existantes touchant à l'environnement, la fiscalité, le droit du travail et les normes environnementales, va favoriser les investissements étrangers. Mais les syndicats de travailleurs et les groupes de défense de l'environnement ont dénoncé cette loi qu'Amnesty International a qualifiée de catastrophique pour les salariés. Les salariés protestent notamment contre une réduction des indemnités en cas de licenciement et un allègement des obligations des entreprises sur les contrats à long terme. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. Au revoir.